société où la parole politique, du plus haut représentant de la nation, soi-disant décomplexée, a perdu en solennité, en autorité, pour finir en crédibilité. Il faut bien le reconnaître. Mes chers compatriotes, le candidat sortant ne nous avait pas menti, au moins pour un point. Effectivement, avec lui, tout est possible. Tout est possible, et surtout le pire. Et c'est pourquoi 50 immersions dans la Sarkozy ont fait émerger une formidable espérance pour le pays et pour l'outre-mer. L'espérance farouche de procéder enfin à un changement radical de cap. Oui, mes chers compatriotes, l'heure du changement a sonné. L'heure d'un plus de justice, l'heure d'un plus de solidarité, l'heure de plus de liberté, d'égalité, de fraternité a sonné. Le peuple de gauche se réveille partout, en Guadeloupe comme ailleurs, et il entraîne avec lui la société tout entière, la société délaissée pour compte de la Sarkozy. Et c'est désormais à toi, François, et à nous avec toi qu'il appartient de donner du sens et de la porter à cette espérance en faisant preuve d'audace et d'ambition en lieu et place des années coloniales de l'outre-mer. Ambition, audace, lisibilité et stabilité, tels sont donc les maîtres mots qui doivent à mon sens guider l'indispensable réforme en profondeur des relations qui unissent l'outre-mer à la République. Alors oui, François, la Guadeloupe continue ton audace. De l'audace pour le présent, par la mise en place d'une véritable réforme du mode de fixation des prix. De l'audace pour l'avenir, avec la finalisation du plan d'urgence pour la formation et l'emploi de ces 56% des jeunes de 15-24 ans frappés par l'échec scolaire, la désocialisation et le chômage. De l'audace pour la jeunesse, avec la mise en place d'un véritable statut d'autonomie aux jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pris en compte par aucun dispositif légal. De l'ambition face à la crise du logement dont on parlait, causée par des délais de paiement insupportables, des dettes de l'État et des critères de financement de l'ANBU qui ne prennent pas en compte le coût réel des opérations. De l'ambition de la prise en compte de la réalité géographique de notre archipel en donnant un vrai sens au mot continuité territoriale. De l'ambition face aux difficultés des collectivités locales, véritables pompiers sociaux dont l'action est minée par le désengagement quotidien de l'État. L'ambition pour la Guadeloupe, c'est enfin constituer un vrai fonds d'investissement destiné au rattrapage du retard des équipements structurants, à l'instar des 300 millions d'euros nécessaires à la seule politique de traitement des déchets ménagers. L'ambition, c'est tout mettre en œuvre pour développer des secteurs porteurs comme l'agronutrition, les énergies renouvelables et la biodiversité. Et c'est surtout permettre demain aux Guadeloupéens de jeter collectivement, sans carcan ni limite, les bases d'un nouveau contrat social, d'un projet guadeloupéen de société fédérateur. Alors je ne suis pas venu ce soir, chers camarades, dire que François Hollande c'est le plus beau, le plus gentil, même s'il a du style et du charisme. Je ne suis pas venu vous dire qu'il est le Messie qui réglera à lui tout seul tous les problèmes de la Guadeloupe. Non, mes chers compatriotes, je suis venu vous dire que François incarne le changement et que c'est surtout notre mobilisation au-delà de cette salle, partout en Guadeloupe, qui contribuera à rendre ce changement possible. Je vous le dis avec conviction, mes chers compatriotes, le changement a choisi son homme et c'est François Hollande. Parce qu'il est capable de rassembler tous les socialistes, toute la Corse et plus largement d'appeler toutes les générations, toutes les expériences et tous les talents. Parce qu'il incarne le changement dans sa démarche, dans sa méthode, dans sa détermination à faire la politique autrement, dans sa volonté de bannir les polémiques cosmétiques au profit du débat d'idées et à la concentration des projets, dans son ambition de remplacer le travailler plus par le travail pour tous. À vous voir ainsi rassemblés, ainsi
aussi déterminé, je mesure combien vous aussi, vous voulez en finir avec la politique d'abaissement, de recul, de régression qui a l'œuvre partout en France. C'est cela l'enjeu de cette élection présidentielle. C'est faire le choix non pas simplement de la direction de la France pendant les 5 prochaines années, mais surtout des fondements même du pacte social et du pacte républicain. C'est faire le choix d'un homme qui, soutenu par notre espérance, se souviendra que la Guadeloupe était là, aux premières heures du combat. Alors Guadeloupéens, debout, ici et maintenant, debout pour désencailler le pays, debout pour construire le pays, réconcilier la France et l'outre-mer, debout pour faire souffler le vent de l'espérance, le vent de l'alternance, le vent de la justice, de la solidarité et de la dignité. Debout, en vaillance, en espérance qu'à la victoire est au bout du chemin dans toute la France, debout derrière François Hollande, notre futur président de la République. Oui, chers camarades, eh bien, toute la Guadeloupe est là. Mais la Guyane aussi est là. La Guyane nous fait l'amitié d'être là aux côtés de François Hollande. Je vais rapidement passer la parole pour 3 minutes à Christiane Taubira, que vous connaissez, député de la Guyane. Membre du comité stratégique de François Hollande. Amicale, joyeuse même. Mais nous savons que c'est une affaire extrêmement sérieuse. Il s'agit en fait d'arracher des mains de prédateurs qui ont confisqué l'appareil d'État pour le mettre au service de leur clan, de leurs amis, de leurs copains. D'arracher l'appareil d'État qui est notre bien commun. C'est la mission qui te revient d'abord, François. Nos problèmes locaux territoriaux, nos problèmes d'environnement, nous les connaissons et nous connaissons les solutions. Nous savons qu'avec François Hollande, nous aurons à la tête de l'État une personne capable d'entendre, d'écouter et sachant que ces solutions expérimentées sur le terrain sont recevables parce que c'est nous qui les portons et que c'est nous qui en assumons les conséquences. Bravo. Il a donc parfaitement raison de commencer sa campagne par nos territoires. D'abord parce que nos sociétés sont complexes. Nous avons empilé les difficultés à travers le temps. Surtout parce que souvent l'histoire n'a pas passé un bon compromis avec la géographie. Mais tous les problèmes que l'on rencontre dans le monde, nous les rencontrons sur nos territoires, à notre échelle. Les questions d'identité, de crispation, nous savons les affronter. Les problèmes d'économie étranglés, nous les connaissons. Les problèmes de compétitivité différentielle, nous les connaissons. Les problèmes d'une société qui s'interroge sur elle-même et qui sait à quel point ces artistes contiennent, portent, inventent de réponses à son angoisse. Nous connaissons tout cela. Les problèmes frontaliers, nous les connaissons en Guyane. Quel que soit le problème qu'on puisse imaginer, nous les avons expérimentés et parfois résolus dans nos territoires. Il nous restera à t'expliquer, à te raconter nos luttes
oui, nos difficultés, oui, nos déboires, mais aussi comment, par des luttes politiques, par des luttes sociales, par des luttes associatives, par des luttes civiques, nous avons construit nos sociétés. Comment nous avons fait en sorte que le vivre ensemble soit possible, malgré des origines différentes, en dépit de cultures différentes, avec des tensions parfois, mais toujours enfin, en trouvant un rythme commun, une harmonie, une capacité à travailler ensemble. Nos sociétés sont complexes parce que nous avons des contradictions, nous en avons un petit peu plus qu'ailleurs. Comme nous avons un peu plus de joie de vivre qu'ailleurs, d'ailleurs. Cette joie de vivre, nous la tenons des générations qui nous ont précédés et qui ont été confrontées à l'horreur, qui ont été confrontées à l'incroyable, à l'incompréhensible et qui ont survécu parce que nous sommes des sociétés de survivants. Nous sommes des sociétés de vainqueurs, nous sommes des sociétés qui témoignent que les pulsions de vie sont supérieures à tous les systèmes d'extrême violence, à tous les systèmes de destruction. Nous avons survécu au génocide des Amérindiens, à la traite et à l'esclavage. Rien ne peut nous effrayer. Alors François, tu es notre candidat et tu as l'obligation de gagner. C'est un devoir moral. Alors nous savons que tu n'as pas de réponse à tout. Et nous disons, et nous vous disons, et nous nous disons à nous-mêmes qu'une candidature à l'élection présidentielle n'est pas un concours de chiens savants. Nous n'attendons pas qu'ils sachent tout et qu'ils répondent à toutes nos questions. Et nous n'attendons pas que toutes ces réponses nous conviennent. Si nous voulons que toutes ces réponses nous conviennent, nous n'avons qu'à être candidats, chacun d'entre nous. Vivre ensemble, c'est convenir de contrats sociaux, c'est accepter des compromis, c'est donc comprendre qu'ensemble nous cheminons vers les solutions idéales, mais qu'elles ne sont pas données, et que les idéales pour nous ne sont pas forcément les idéales pour les autres. Une société, c'est l'arbitrage face aux confrontations d'intérêts différents. Nous allons donc mener cette campagne au-delà d'ici, au-delà des convaincus, au-delà de ceux qui voient déjà François Hollande, président de la République. Nous sommes en démocratie, il faudra que le scrutin passe au-delà de la campagne et au-delà des sondages. C'est nous qui ferons le résultat de cette campagne. Nous savons que nous avons à dire de nous, à dire aux autres, à dire au monde aussi. C'est pour ça qu'il faut non seulement arracher l'appareil d'État, mais il faut arracher le monde des griffes de ceux qui écrasent les plus vulnérables et qui se posent aux dominateurs impitoyables. Alors nous allons dire avec nos mots, nous allons dire nos réalités économiques, nos réalités sociales, nos réalités politiques, et nous allons dire comment elles irriguent nos expressions et notre créativité culturelle. Nous allons dire parce que c'est la condition pour se hisser à la hauteur de partenaires et n'avoir pas besoin de bouc émissaire pour justifier nos malheurs. Nous allons dire, car nous savons dire, mais nous allons dire nous ce que nous sommes, nous allons dire aussi au monde ce que nous avons à dire. Il y a longtemps, Sonia Robert avertissante. Au détour de mes silences, j'ai trouvé une éternité. Si on ne pas connaître, ça fait encore. Celui pour lequel vous vous êtes déplacé, je vais passer la parole à votre député de la 4e circonscription, votre président de région, Victorin Lurel, responsable de la campagne de François Hollande pour l'Outre-mer. Merci, madame.
Vous serez peut-être déçus, mais je vais passer mon tour parce que nous avons très largement dépassé l'horaire. Je me permettrai simplement de remercier les petites mains qui ont organisé ça et de vous remercier à vous toutes et à vous tous ici rassemblés, vous qui êtes déjà mobilisés derrière François Hollande pour faire de François Hollande le futur président de la République française. Je me permettrai de dire simplement à mes compatriotes de l'Hexagone qui nous écoutent que François Hollande est parfaitement à sa place aujourd'hui, même si, hélas, la France vient de perdre son triple A. Il est ici en France. Il est ici en France, il n'est pas à l'étranger. Je dis ça parce que j'ai entendu depuis l'arrivée de François Hollande que pourquoi a-t-il fait ce voyage alors que la France connaît quelques difficultés et des difficultés majeures à cause d'une mauvaise politique économique. J'ose dire ici, rappeler que François Hollande est l'homme politique français aujourd'hui connaissant le mieux les Outre-mer. Il a été 11 ans durant premier secrétaire de notre parti. Il est venu régulièrement chez nous et Félix évoquait un souvenir que j'avais déjà oublié au moment où les autorités s'opposaient à la venue de François Hollande après moi. Il connaît bien les Outre-mer, il est venu dans les primaires, on l'a dit, il est aujourd'hui là, il a déjà pris l'engagement, élu président de la République, eh bien il sera encore parmi vous. J'ose dire devant vous ce que vous devinez, ce que vous savez quelque part, mais puisque nous le côtoyons et quelquefois nous cohabitons ensemble avec beaucoup de parlementaires qui sont là à l'Assemblée nationale, j'ose dire, sans vouloir faire rougir François Hollande est un homme courtois, un homme qui est aimable, mais qui sait aussi être ferme. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au-delà de la symbolique, le changement de style est important. Je crois que c'est Jacques Gillot qui l'a dit et Félix l'exploit. Mesdames et messieurs, merci. Je ne serai pas plus long parce que François Hollande est arrivé là, encore on va faire. Sa journée n'est pas terminée avec un décalage de 6 heures. Je peux comprendre parce que nous le faisons dans le sens inverse. Vive François Hollande, vive la France avec François Hollande à sa tête. Je prends une ovation, une belle ovation pour le candidat François Hollande. Chers amis, j'avais bien des raisons de venir au Guadeloupe aujourd'hui. La première, c'est que j'étais sûr de l'accueil qui me serait réservé. Et vous êtes là. Ensuite, parce que Victorin Lurel l'ombre et la lumière dans cette région. Et celui qui depuis des années m'accompagne pour mieux connaître l'Outre-mer, pour défendre ces départements, ces territoires, qui est aujourd'hui auprès de moi pour cette campagne présidentielle, pour être celui qui parle en mon nom de l'Outre-mer et de la République. Je voulais être aussi ici, en Outre-mer, en Guadeloupe, pour bien montrer que la gauche y est rassemblée dans toute sa diversité. Merci à tous les partis représentés. Merci aux socialistes. Merci.
merci à Guadeloupe Unie, merci au PPDG, merci à toutes les diversités de la gauche qui sont la synergie, qui sont la force, qui sont la responsabilité ici en Guadeloupe. Je suis ici parmi vous parce que tant de souvenirs me relient encore, toujours, à votre territoire. Félix a bien voulu évoquer des moments de tension où je suis venu apaiser. J'ai le souvenir aussi de ce grand meeting que nous avions là, j'ai votre Victorin, la lumière revient. C'était en 2004, à Pointe-à-Pitre, cher Jacques. Et nous étions aussi nombreux qu'aujourd'hui, unis pour faire gagner Victorin la présidence de la région Guadeloupe. Et aujourd'hui, vous êtes là, rassemblés, tous les élus, les militants, les sympathisants, pour faire gagner la gauche, pour me faire gagner demain, le 6 mai, le rendez-vous démocratique le plus décisif pour notre pays. Je suis ici en Guadeloupe avec des amis qui m'accompagnent. Arlem Désir, qui fut le fondateur de SOS Racisme. Bruno Leroux, député, et qui défend le budget, et ce n'est pas facile, de l'outre-mer à l'Assemblée nationale. Et avec Christian Taubira, qui fait votre fierté, qui parle la langue française avec talent et la langue créole parfois avec mystère quand je l'écoute. Je suis ici en France, je suis ici dans la République française. Car l'outre-mer, c'est la France. L'outre-mer, c'est la République. Et la République est fière de son outre-mer. Parce que, comme l'ont dit d'autres avant moi, l'outre-mer, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un coût pour la nation. L'outre-mer, c'est une chance. L'outre-mer, c'est un levier. L'outre-mer, c'est une fierté. C'est ce qui nous permet d'être présents sur tous les continents, d'avoir aussi une biodiversité qui fait la richesse de votre territoire, d'avoir aussi cette jeunesse qui attend, cette jeunesse qui souffre, et cette jeunesse qui peut nous permettre, ici, ailleurs, d'être l'avenir de la France et de son redressement. L'enjeu de cette élection, il est bien sûr national. Nous sommes conscients de la gravité du moment que nous traversons. La France vient de perdre son triple A. Il y aura des conséquences. Ce sera plus coûteux pour l'État, sans doute pour les collectivités, de se financer en 2012. Les taux d'intérêt seront sûrement plus élevés. Il y aura donc une incidence sur nos budgets et donc sur les contributions qu'il faudra demander à nos concitoyens. C'est grave aussi parce que pour la première fois depuis que les agences de notation existent, la France a décroché de l'Allemagne. Sûrement que notre influence en Europe s'en trouvera affectée, même si pour ma part, je n'ai jamais attribué aux agences de notation le rôle que d'autres
que l'objectif d'une politique devait être de conserver le triple A. Ce n'est pas moi qui ai dit que c'était une obligation pour le gouvernement de préserver le triple A. Eh bien, celui qui avait justement fixé cet objectif, annoncé cette obligation, est aujourd'hui sanctionné par l'agence qui l'avait convoqué pour évaluer sa politique. Je ne m'en réjouis pas, car c'est la France qui se trouve aujourd'hui affaiblie. Mais je le dis aussi ici, à Basse-Terre, ce n'est pas la France qui a été dégradée, c'est une politique, c'est une stratégie, c'est une équipe, c'est un gouvernement, c'est un président. Et la France elle-même a suffisamment d'atouts, de force, de talent pour redresser, pour relever la tête et pour être capable, dans la justice, de rétablir nos comptes publics et de fournir une espérance à la France. Voilà, chers amis, pourquoi ici nous avons à la fois à convaincre les ultramarins de faire le choix qui leur paraîtra le meilleur pour leurs intérêts et pour leur territoire, mais aussi de dire à tous les Français, où qu'ils vivent, que le changement est devenu nécessaire, qu'il est devenu indispensable et que le changement, c'est maintenant. L'enjeu est national, mais l'enjeu est aussi celui de l'outre-mer. Quand l'Hexagone va mal, l'outre-mer va encore plus mal. Quand le chômage est élevé en métropole, il l'est encore davantage aux Antilles. Quand la vie est chère dans toute la France, elle est encore plus chère en outre-mer. Quand les inégalités sont insupportables à Paris, elles sont encore plus insoutenables ici, en Guadeloupe. Quand le logement est inaccessible dans nos départements ou dans nos régions de métropole, il est impossible à trouver dans les régions et les départements d'outre-mer. Et quand la jeunesse attend désespérément un emploi, elle est encore plus impatiente en outre-mer parce que rien ne vient, même pas la lumière. Voilà pourquoi je suis sévère sur la politique du gouvernement et du président de la République. Je suis sévère pour la politique qui a été menée pour la France. Et je le suis encore davantage pour celle qui a été conduite pour l'outre-mer. Le chômage a progressé de près de 50% pour les jeunes. Les crédits qui avaient été prévus pour l'emploi en outre-mer, pour les emplois aidés, ont tout simplement été supprimés. Sans parler de la vie chère, du prix de l'essence, des monopoles, des marges, du secteur de la distribution. Et je sais d'où je parle, c'est-à-dire de Guadeloupe, là où il y a 3 ans à peine, s'était engagé un conflit parmi les plus lourds, les plus longs de l'histoire de votre département. Un conflit qui avait été regardé comme une crise sociale, comme une crise morale, partant de la Guadeloupe à notre Martinique, et maintenant d'ailleurs touchant Mayotte, parce que c'est le même sujet qui a été évoqué, celui de la vie chère, celui de ces marges que certains distributeurs s'octroient, que certains importateurs s'arrangent à faire progresser à leur avantage. Oui, de cet organisme de la part du gouvernement et du président, qu'avons-nous vu? Des mots, c'est-à-dire rien, et des actes rares, insuffisants,
Ce qui explique qu'aujourd'hui encore, le malaise est là et que la colère gronde dans tous nos territoires. Je sais que c'est votre vie, la vie de vos proches, la vie de vos enfants. Et lorsque vous vous adressez à moi, tout au long de cette soirée, en me prodiguant votre soutien, et j'en suis honoré, en me disant que vous attendez aussi beaucoup, tout en sachant la faiblesse des marges de manœuvre, car aujourd'hui l'État, quand vous vous tournez vers la candidature que je porte, vous demandez de la fierté, de la dignité, de la liberté, de l'égalité, et vous demandez aussi que l'outre-mer ne soit pas regardé simplement comme une variable d'ajustement budgétaire, comme une population dont on suspecterait finalement qu'elle vienne toujours rechercher assistance de la part de la métropole. Vous vous tournez vers moi parce que vous demandez à la République de tenir sa promesse. Et je suis là pour poursuivre cette mission. L'histoire de l'outre-mer et de la France est une histoire agitée, mélange à la fois d'adhésion et en même temps de doute, parfois de colère et de répression. La mémoire est quelquefois blessée quand elle n'est pas étouffée. Je mesure bien ce qu'est notre histoire, combien elle est exigeante. Et c'est donc parce que je suis dans le récit de la République, que je porte le rêve français, que vous vous tournez vers la candidature qui est la mienne pour dire voilà, nous demandons enfin, toujours à la gauche, d'être elle-même, de servir la République, de servir l'égalité, de servir la dignité, la reconnaissance, l'émancipation humaine. Il y a d'abord des questions de statut des territoires d'outre-mer. La République a réglé cette question dans la diversité, dans la reconnaissance et dans le droit des populations de dire ce qui était le mieux pour construire leur avenir. Je dois dire que Lionel Jospin et ses ministres, après François Mitterrand et également ce qu'il a fait pour l'outre-mer, nous ont permis d'avoir en définitive cette liberté. Et j'affirme ici que je respecterai vos choix selon que vous nous direz l'orientation que vous avez choisie. La République, si j'en suis le premier responsable, dira c'est vous qui avez raison, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez choisir votre collectivité, c'est vous qui allez choisir le mode de scrutin pour élire vos représentants. Non, ce qui est en cause, bien au-delà des statuts, c'est une conception de la République. Depuis 5 ans, le candidat sortant n'a cessé d'opposer les Français les uns contre les autres, les jeunes contre les anciens, les riches contre les pauvres, ceux qui ont un emploi, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont français depuis longtemps, depuis moins longtemps, ceux qui sont fonctionnaires, salariés du privé, ceux qui vivent en métropole, ceux qui vivent en outre-mer. Et vis-à-vis de l'outre-mer, le président sortant a construit une logique comptable. Qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous recevez? Et vous aurez que ce que vous pourrez apporter. Il avait appelé ça, à l'époque, en 2007, son imagination était fertile, le développement endogène. Je ne sais pas si beaucoup, en outre-mer, avaient apprécié la subtilité de la formule.
endogène, pour certains, pouvait faire même indigène. Il s'agissait tout simplement, et je veux éviter toute caricature, de dire que c'était aux Outre-mer de trouver par eux-mêmes les moyens de leur accomplissement. Sûrement que le principe de responsabilité, c'est que chacun prenne en main son destin et décide de son avenir. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas en opposition. Mais en fait, la formule laissait penser que plus l'Outre-mer retrouvait de la force, moins l'État et la solidarité nationale y mettaient de crédit. Et donc la formule s'est traduite simplement par un désengagement continu de l'État dans toutes ses politiques. Politique de l'emploi, politique du logement, politique sociale, politique éducative. Vous avez reçu moins. Le budget de l'Outre-mer s'est contracté. La défiscalisation qui devait servir de substitut a été progressivement reliée. La ligne budgétaire unique qui devait servir aux politiques de logement a été diminuée au prétexte que maintenant le logement social se finance par la défiscalisation. Et puis, ce qu'on attendait de la République, de la solidarité, c'est-à-dire des moyens pour l'école, des moyens pour l'hôpital, des moyens pour le service public, tout cela s'est également rétréci, diminué, replié. Eh bien, ce que je propose, c'est le développement solidaire. C'est-à-dire à vous de faire les actes qui permettent le développement et à la République de vous apporter sa solidarité, sa présence, sa continuité, son engagement. Les contraintes budgétaires sont là, et je ne veux pas les dissimuler. Mais ça vaut pour tous les départements, pour tous les territoires. On demande à l'Outre-mer de faire la preuve de sa capacité de développement, de production et même de commerce extérieur. On lui demande de faire la preuve qu'elle apporte autant qu'elle reçoit. Mais demande-t-on au département de métropole le même engagement, la même transparence? Demande-t-on au département de la Sarthe, des Hauts-de-Seine, je prends ces exemples à dessein, mais même au département de la Corrèze, de faire là la preuve qu'il peut vivre en autonomie. Mais la République, ce n'est pas l'autonomie des territoires, ce n'est pas au nom de la diversité, l'éclatement, la fragmentation. La République, c'est l'unité, c'est le rassemblement, c'est la solidarité, c'est une vision commune, c'est un destin que nous partageons, c'est de chercher partout les chances, les atouts de chacun des territoires. C'est de considérer que la population, dans sa diversité, est un moyen d'assurer notre propre richesse, notre propre réussite. Avec vous, ici, je veux redresser la France. Je l'ai dit, oui, redresser la France. Dans ce moment si délicat, lorsque les inquiétudes se lèvent, lorsque les doutes s'installent, lorsque les résignations s'affirment, lorsque les tentations extrémistes, hélas, se confirment, est-ce que nous pouvons encore redresser notre pays? Est-ce qu'il y a une politique différente de celle qui est menée aujourd'hui? Est-ce que nous avons un destin ensemble? Eh bien oui, nous répondons, il est possible de faire une autre politique, d'emprunter un autre chemin, de se construire un autre destin. Redresser la France, redresser ses comptes publics, c'est nécessaire, car si nous voulons retrouver de la souveraineté, nous dégager des marchés, de
l'emprise de la finance. Il nous faut aussi mettre de l'ordre dans les comptes publics. Si nous avons perdu, s'ils ont perdu le tribunal, ce n'est pas parce que une méchante agence l'aurait décidé, même si je n'en connais pas de bonne. C'est parce que, hélas, depuis trop longtemps, mais notamment depuis 5 ans, les déficits se sont largement aggravés. Parce que la dette publique a progressé de 600 milliards depuis 2007. C'est parce qu'aussi le déficit du commerce extérieur atteint 75 milliards d'euros. Quand les Allemands ont un excédent de 160 milliards. Oui, s'il y a eu, hélas, cette sanction, c'est parce qu'il y a eu un abaissement, un affaiblissement de la France. Et donc notre premier devoir, c'est de le redresser et de faire en sorte que notre pays sorte plus fort de l'étoile qu'il connaît, redresser ses comptes publics, redresser sa production, redresser sa compétitivité. Et j'en ferai la démonstration tout au long des prochaines semaines. C'est possible. C'est possible si l'État joue son rôle, s'il choisit les filières avec les régions. C'est possible si nous créons une banque publique d'investissement avec les fonds que les régions elles-mêmes mettent en place pour aider au développement des entreprises. C'est possible si nous mobilisons l'épargne locale pour soutenir l'effort d'investissement, d'innovation des PME. C'est possible si nous formons mieux nos travailleurs et nos jeunes. C'est possible si nous sommes capables d'être sur les industries de demain. C'est possible si nous luttons contre la rente. C'est possible si nous dominons la finance. Oui, le redressement est à notre portée. Mais ce redressement ne se fera que dans la justice. S'il faut demander des efforts, il en faudra. Si des sacrifices seront nécessaires, et il y en aura, eh bien, commencerons à acquitter l'effort et à payer les sacrifices ceux qui auront reçu le plus de ces cadeaux fiscaux depuis 5 ans, de ces avantages, de ces privilèges, de ces rémunérations excessives. Et la réforme fiscale sera la première étape de cette justice. Justice fiscale, justice sociale. Est-il juste, est-il normal, est-il acceptable que ceux qui ont travaillé 41 années, en commençant tôt leur vie professionnelle, ne puissent pas partir à 60 ans, alors que d'autres ont des retraites chapeau, ont des retraites par capitalisation, ont des retraites avantageuses, parce qu'ils ont une position favorable. Est-il juste, est-il normal que beaucoup de nos concitoyens ici en Outre-mer, mais aussi partout en France, soient de plus en plus loin des soins qui leur sont pourtant nécessaires, ne peuvent plus payer les dépenses d'assurance maladie auxquelles pourtant hier ils pouvaient avoir remboursement. Justice sociale, justice fiscale, justice territoriale. Les régions qui sont les plus pauvres doivent pouvoir recevoir davantage que les autres. Et c'est la responsabilité de l'État d'assurer cette solidarité nationale, cette péréquation. Donc l'Outre-mer, pas seulement l'Outre-mer, peut aujourd'hui demander une revendication. Voilà pourquoi je veux ouvrir un nouveau chemin au lendemain de l'élection présidentielle et des élections qui suivront législatives. Ouvrir un autre chemin pour redonner confiance à la France, pour redonner confiance ici à l'Outre-mer. Ouvrir un chemin qui est d'abord le chemin de la vérité.
Je ne viendrai pas devant vous avec des promesses que je ne serai pas capable de tenir. Je ne veux pas que cette élection, celle de 2012, ressemble à celle de 2007, où tant a été dit et où si peu a été fait. Je ne viendrai pas dire ici que tout deviendra possible. Non. Tout ne sera possible que si nous parvenons à nous libérer des contraintes budgétaires, financières, monétaires, et qu'il y faudra de la persévérance et de la ténacité. Je vous dirai la vérité sur les temps qu'il sera nécessaire de respecter dans un quinquennat. Et je préfère que nous fassions les réformes structurelles indispensables au début pour faire la distribution des richesses à la fin, ce qui nous évitera de connaître ce que nous venons, hélas, de vivre, un quinquennat qui distribue aux plus riches au début et qui demande à tous, et notamment aux plus modestes, de faire l'effort à la fin. Nous n'allons quand même pas accepter. Alors qu'il y a eu le bouclier fiscal, la baisse de l'impôt sur la fortune, je ne sais combien de niches fiscales accordées aux plus favorisés, nous n'allons quand même pas accepter que le candidat sortant, ne sachant plus quoi promettre, ne sachant plus quoi dire, nous annonce une augmentation de la TVA pour clore son quinquennat. Et s'il devait être décidé, j'en prends ici l'engagement, nous supprimerons, nous abrogerons cette mauvaise réforme, cette ultime réforme. Le chemin du respect. Je ferai confiance aux collectivités locales. Je ferai confiance aux régions, aux départements, d'Île-de-France et d'Outre-mer, qui me présenteront leurs projets. Nous aurons une démarche contractuelle. C'est ensemble que nous ferons les grandes réformes et les politiques nécessaires pour la petite enfance, pour l'emploi, pour le soutien aux entreprises. Et donc c'est dans le cadre d'un contrat avec chaque région d'outre-mer que nous fixerons les politiques. Ce sera un chemin également de la cohérence, parce que ce que nous déciderons au début, nous l'appliquerons jusqu'à la fin. Il y aura un point de programmation, il y aura des contrats qui nous engageront, il y aura une stabilité. Ça sera fini de cette période où on change la règle chaque année, où on défiscalise un moment et on refiscalise après. Je me souviens encore de ce qui avait été fait pour le photovoltaïque, où des entreprises avaient été incitées à investir dans ce domaine. Et puis quelques mois, quelques années plus tard, c'est l'inverse qui a été, hélas, engagé. Ça sera fini. Chacun connaîtra exactement ce que sera le cadre dans lequel il pourra investir, épargner, consommer. Je sais que les entrepreneurs en Outre-mer on le demande. Ils s'interrogent. Qu'allez-vous faire de la défiscalisation? Allez-vous réduire sa portée? Allez-vous remettre en cause son principe? Il y aura nécessairement des investissements qui continueront à être défiscalisés. Il y aura des actions tourisme, industrie qui devront être encouragées. Et ce que nous ne ferons plus, ça peut arriver par la défiscalisation, nous le ferons par une politique directe de soutien à l'investissement qui peut parfois être plus efficace que simplement un avantage fiscal qui profite souvent à des catégories qui n'ont rien à voir avec l'outre-mer et qui ignorent même ce qui a été fait de leur argent sur votre territoire. Le chemin, c'est aussi celui de l'avenir, autour d'une grande priorité, celle que je développe partout dans cette campagne. La jeunesse, parce que c'est pour la génération qui arrive que je me suis engagé. Si je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est pour que la France avance, pour que la France ait confiance,
pour que la France ait une espérance. Et quelle est la cause qui nous réunit tous, au-delà de notre diversité d'âge, de conditions ou de territoire? C'est que nous voulons que nos enfants vivent mieux que nous. Et que nous avons tous, hélas, en ce moment, la conviction du contraire. Quelle société voulons-nous laisser à nos enfants? Une société où l'école ne serait plus une priorité? Non. Une société où l'environnement, la nature, serait abîmée, atteinte, oubliée? Non. Une société où la promesse républicaine ne serait plus tenue? Non. Une société où le vivre ensemble serait menacé? Non. Ce que nous voulons, c'est une société qui fasse que la génération qui arrive se dise qu'elle a sa chance, qu'elle va réussir. Nous allons lui donner enfin la possibilité d'avoir un avenir, d'avoir un accomplissement, d'avoir l'indépendance et une fierté. Voilà pourquoi je ferai de la jeunesse aussi une priorité pour l'outre-mer. Il y aura des moyens nouveaux qui seront donnés à l'école, qui seront donnés ici, aux écoles primaires, voire même préélémentaires, parce que la maternelle et l'école primaire, c'est les conditions de la réussite. Nous développerons des filières d'enseignement professionnel. Nous ferons en sorte que l'alternance, l'apprentissage seront véritablement avec la région promue. Nous ferons aussi, et j'en déciderai, une priorité pour l'université en Outre-mer, pour avoir une université des métiers, pour avoir aussi des études médicales dignes de ce nom, car je veux que aussi nous formions des médecins en Outre-mer qui puissent s'installer en Outre-mer et assurer à chacun l'égalité de l'accès à la santé. Nos Outre-mer doivent être des têtes de pont de l'excellence française, que ce soit pour les métiers, que ce soit pour la recherche, que ce soit pour les études universitaires, partout, je veux que ce soit l'excellence. Et ce que nous n'aurons pas réussi tout de suite, nous le ferons à travers les écoles de la deuxième chance. Parce que c'est également notre devoir de ne pas laisser les décrocheurs, les oubliés, les abandonnés, les relégués, perdre confiance, se marginaliser, s'éloigner de nous, s'écarter, se ségréger. J'ai conscience aussi que la violence a progressé ces dernières années. Je sais que la Guadeloupe est un département, une région qui souffre d'une insécurité grandissante. Je sais aussi que la délinquance est parfois le produit des manquements de l'école, des difficultés sociales, du sentiment d'abandon, du chômage. Et je ne tolérerai pas que ce soit les plus pauvres, les plus modestes, qui soient finalement les victimes de cette violence, de cette délinquance et de cette insécurité. Alors je ferai tout pour que nous puissions multiplier les contrats pour ces jeunes, contrats aidés. J'ai évoqué le contrat de génération qui va permettre que le Seigneur fasse le tutorat d'un jeune dans les entreprises. Nous en avons besoin. Et je mettrai en place, avec le gouvernement, des contrats spécifiques pour l'outre-mer et des contrats pour les jeunes en outre-mer qui doivent avoir une insertion professionnelle peut-être différente encore des jeunes de métropole. Je fais confiance à tous les acteurs économiques que j'ai rencontrés, que je rencontrerai. Parce que j'ai besoin d'avoir une société mobilisée, d'avoir un pacte productif qui puisse, dans des domaines comme les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, la biodiversité, permettre que l'outre-mer soit également une référence pour l'industrie française. Je suis conscient que la question du logement est particulièrement cruciale et j'ai été là-dessus interpellé par
ceux qui m'ont précédé, nous remettrons des crédits sur cette ligne budgétaire. Nous ferons en sorte qu'il puisse y avoir des investissements qui puissent être lancés sur les bâtiments et les travaux publics, là aussi dans le cadre d'un contrat avec les différentes régions. Nous mobiliserons davantage qu'aujourd'hui l'épargne populaire pour le logement. Et il y aura une mesure que j'annoncerai, qui sera le déplafonnement des livrets de caisse d'épargne pour que l'argent ainsi collecté puisse être affecté directement au logement social, davantage qu'aujourd'hui. Je lutterai contre la vie chère, contre ces marges absurdes, anormales, choquantes, qui font que tout est plus cher ici. Même les taux d'intérêt, ai-je compris. Nous lutterons ensemble contre toutes ces entorses à la concurrence, tous ces arrangements, toutes ces enseignes qui essayent d'avoir l'exclusivité de la distribution de certains produits. Nous ferons éclater tout ça. Nous ferons en sorte qu'il y ait, avec les moyens que nous donnerons, les lois de la République, des interventions qui fassent que d'autres opérateurs interviennent sur les marchés en Outre-mer pour créer une vraie concurrence saine, loyale, qui contribuera à baisser les prix, qui luttera contre ces monopoles, ces concentrations, ces cartels qui ne disent pas leur nom, mais qui en définitive épuisent les populations et créent le sentiment d'une injustice supplémentaire. Oui, l'égalité sera le maître mot de la politique que je veux conduire ici en Outre-mer. L'État doit être exemplaire. Exemplaire à la fois dans le comportement de celui qui le conduit. Exemplaire dans les choix de courage, de justice, de redressement. Exemplaire aussi dans l'influence qui doit être celle de la France dans le monde. Et c'est là que vous pouvez être de puissants alliés pour le prochain président de la République. Votre richesse culturelle, votre capacité d'innovation, votre présence sur tous les continents, c'est un atout formidable pour la politique française. Et notre histoire, notre mémoire que j'évoquais est aussi notre patrimoine commun. Et je reprendrai une idée qu'avait lancée le gouvernement de Lionel Jospin, une cité des Outre-mer à Paris, qui pourrait effectivement être le lieu de l'exposition de tout ce que vous avez fait, nous avons construit ensemble, et que nous portons à travers des produits, à travers des créations, à travers la culture. Voilà, chers amis, les mots que je voulais prononcer ce soir devant vous. Je suis au début d'une campagne. Enfin, à force de dire que je suis au début, je vais bientôt arriver à la fin. J'étais déjà avec vous au moment des primaires citoyennes. Vous m'aviez reçu ici en Guadeloupe. Et je dois dire que je ne m'en suis pas mal porté. D'où l'idée de revenir. Ce qui fait que la promesse que je peux vous faire, c'est que si je suis dans le même mouvement et dans la même réussite, vous me reverrez en Guadeloupe. Et donc la semaine prochaine. Et je voulais que dans cette campagne qui s'annonce, l'Outre-mer soit l'un des premiers déplacements. Je suis aujourd'hui en Guadeloupe, je serai demain en Martinique, en Guyane, au mois de mars j'irai à La Réunion et à Mayotte. Que cette campagne est une campagne nationale et que dans cette campagne vous allez jouer votre rôle. Vous allez prendre votre place.
vous allez apporter votre concours. Je ne sais pas quel sera l'écart au premier tour, car une victoire se construit dès le premier tour. Et ce que je sais, c'est que le rassemblement que nous avons formé ce soir, toutes les sensibilités de la gauche, c'est un bon exemple que vous donnez à l'Hexagone et à la métropole. Si seulement toutes les formations de la gauche, partout dans toutes les régions françaises, s'étaient réunies comme vous, mais le premier tour serait déjà assuré et le second préparé. Mais vous allez apporter votre concours non seulement par la majorité que vous allez nous donner, je ne veux pas la préempter, c'est vous qui la construirez, mais tout dépendra de la participation. Ce que je vous demande, c'est pas simplement de nous apporter votre soutien, c'est de faire que, autour de vous, partout, ici, en Guadeloupe, en Outre-mer, vous disiez qu'il faut voter, il faut venir. Le 21 avril, parce que ici, ça sera le 21 avril, et le 5 mai, il faut venir, parce que vous serez les premiers à venir. Et si, à Paris, nous apprenons le 6 mai que vous, déjà le 5 mai, vous avez voté massivement et vous avez voté à gauche pour le changement, ce sera finalement une belle annonce, une belle information, une belle histoire pour s'écrira. Voilà, mes chers amis, pourquoi j'ai commencé ici mon périple. Sur ce long chemin qui me conduit jusqu'à l'élection présidentielle. Le premier tour qu'il faut franchir le plus haut possible pour nous qualifier et pour créer la dynamique. Le second tour qui sera le tour décisif, le tour victorieux si vous en décidez. J'ai voulu commencer ici parce que vous êtes un message de liberté. À mes yeux, c'est la terre, c'est les terres, les territoires, les espaces de liberté. Une liberté que vous avez revendiquée. Une liberté que vous avez conquise, que vous avez arrachée contre la domination, contre la soumission, la pire qui soit. Vous vous êtes affranchis. Vous avez été capable de vous donner cette liberté que vous pouvez offrir à tout le monde en signe de fierté. Eh bien, c'est votre liberté qui me donnera la force de continuer cette campagne, qui me donnera la capacité de convaincre encore, et de dire à tous ceux qui peuvent être tentés par la haine, par le racisme, par le refus de l'autre, mais écoutez le message de notre mère, c'est le message de la liberté, c'est le message de la République, c'est le message de l'émancipation humaine, c'est le message d'Édouard Glissant et des Césaire qui, à leur manière, par leurs actes et par leurs écrits, ont donné cette vision de la liberté. Cette liberté qui nous permettra d'accomplir une nouvelle étape, de franchir cette épreuve dans l'unité, dans la justice, dans l'espérance. La liberté n'est pas simplement un droit. Aujourd'hui, c'est un devoir. C'est un devoir de l'offrir à tous les peuples du monde. C'est un devoir d'être exemplaire dans ce qui est pour nous le combat de la dignité humaine. Merci. Merci à vous tous. Merci pour votre engagement.
Merci pour